この本の主人公の名前、それがナルトだ。今なら全部を変えられそうだ。ナルト。さて、どんな風に倒そう。まっすぐ自分の言葉を曲げない。Avant que la vidéo commence, j'aimerais dire merci à SharkX pour la miniature qu'il m'a fait, du très bon travail, et en plus il fait aussi des montages pour ceux que ça intéresse, et du coup je vous mets son Discord à l'écran et dans la description. Et maintenant, bon visionnage. Né dans le village le plus prestigieux du monde, l'enfance de Naruto a été rythmée par de nombreux échecs, tant sur le plan scolaire que relationnel. Lui qui est né avec rien, ou plutôt a tout perdu le jour de sa naissance, n'a cessé de vivre dans la solitude. Une profonde solitude que Naruto devait à la puissance qui sommeillait en lui, je parle évidemment de Kyuubi. En effet, Kyuubi que Naruto portait comme lourd fardeau a plusieurs fois servi à Naruto. Parce que oui, rappelez-vous, à chaque fois que Naruto était dépassé, celui-ci pouvait compter sur Kyuubi. Comme lors du combat contre Haku et Zabuza, contre Neji lors de l'examen des Chunin, mais aussi contre Gaara. Et c'est d'ailleurs à la fin de ce combat que Naruto comprit qu'il n'était pas seul à souffrir de la solitude. Et qui y avait-il de mieux pour le comprendre? Qui pouvait comprendre la souffrance de Naruto? Qui, si ce n'est Gaara, un Jinchuriki tout comme lui, en qui Naruto se voyait? Lui qui de son côté eut tant bien de mal à tisser des liens, cela ne fut pas pour autant le cas de Gaara. Lui qui portait tout comme Naruto cette étiquette de monstre, n'inspirait que crainte au sein de son village. Et tout ça parce qu'il était le Jinchuriki de Shukaku. Voilà le garçon en qui Naruto se reconnaissait. Mais bien qu'ils eurent connu la même souffrance, l'un d'eux n'a cessé d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que Naruto tendit la main à Gaara, le sauvant alors de la profonde haine qu'il avait envers les autres. 無意味じゃない。俺にとってお前は最も親しい友になった。 Et nous voilà maintenant à la vallée de la fin lors du combat qui a opposé Naruto contre Sasuke. Que dire à part que ces deux ninjas se sont battus comme des fous. Un combat qui a opposé deux idées différentes. D'un côté on a Sasuke qui a déserté le village parce qu'il avait soif de puissance. Puissance que bien sûr Konoha ne pouvait pas lui apporter, en tout cas pas autant qu'il ne le désirait. De l'autre côté on avait Naruto Uzumaki qui, bien qu'étant plus que déterminé à ramener Sasuke au village, se verra malheureusement échouer dans sa mission. Cependant Naruto était loin de s'avouer vaincu, c'est donc en restant fidèle à son Nindo que Naruto promettra à Sakura de ramener Sasuke au village. D'ailleurs, même si beaucoup étaient contre le fait que Naruto court derrière Sasuke pour le ramener à Konoha, celui-ci resta fidèle à sa parole car tel était son Nindo. Nindo que Naruto a d'ailleurs adopté lors de l'arc Zabuza, où il prendra conscience des responsabilités que portent les shinobi. Là où un shinobi fait passer la mission avant les émotions, Naruto décidera quant à lui de rester fidèle à son Nindo, quoi qu'il puisse arriver. Et c'est par ce code de vie que Naruto sera guidé tout au long du manga. Lors de son long chemin le menant à son ultime rêve, Naruto a dû parcourir de nombreux obstacles. Autrefois victime de son statut de Jinchuriki, Naruto a sans cesse été préparé au combat. Ce n'était pas une option mais bien une obligation. En effet, traqué par l'organisation Akatsuki, Naruto se devait d'être prêt à affronter n'importe qui pour protéger non seulement son village mais aussi et surtout sa vie. Et pour ce faire, Naruto n'a eu d'autre choix que de s'entraîner et s'entraîner d'arrache-pied. Passant alors du ninja faible mentalement se faisant dévorer l'esprit par Kyuubi, à l'enfant accompli de la prophétie capable de tenir en un seul corps les 9 bijoux. Et pour en arriver là, Naruto a dû progresser et surtout apprendre. Lui qui n'était alors qu'un ninja faible dépendant de Kyuubi pour combattre de gros adversaires, s'est vu progresser continuellement jusqu'à atteindre son but. Naruto a d'abord appris à maîtriser sa nature de chakra, ce qui l'emmènera par la suite à créer le Rasen Shuriken. Naruto, 予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。 La mort de Jiraiya Sensei.
Naruto, qui autrefois n'avait rien, s'est vu retirer celui avec qui il était le plus proche. Le lien le plus fort qu'il avait tissé venait de se briser. Celui avec qui il partageait ses repas, ses idées et ses chagrins. Naruto, qui ne connaissait que trop bien la solitude, goûta enfin à la souffrance. Et c'est seulement à ce moment-là, en perdant son maître qu'il considérait comme son grand-père, que Naruto comprit le ressentiment que Sasuke avait envers son frère. Ce sentiment de haine envers celui qui lui avait tout arraché. S'attacher, ça fait trop mal, comme disait Sasuke. Naruto, alors au plus mal, se fera remonter le moral par Shikamaru et Iruka. Et c'est avec l'objectif de venger son maître que Naruto se rendit avec Fukasaku au Mont Myoboku afin d'y apprendre les arts de l'ermite. Le mot d'ermite s'acquiert en trouvant l'équilibre entre l'énergie corporelle, l'énergie spirituelle et l'énergie naturelle. En gros, un shinobi est constitué de deux énergies qui sont l'énergie corporelle et l'énergie spirituelle. Et à ça, on y ajoute l'énergie naturelle. Mais, parce qu'il y a un mais comme vous le savez, si l'équilibre est rompu, souvent à cause d'une trop grosse quantité d'énergie naturelle, le candidat se voit transformé en crapaud, comme pour le cas de Naruto par exemple, qui lui s'entraînait dans le monde des crapauds. Mais bref, après avoir maîtrisé le mot d'ermite, Naruto se rend à Konoha, constatant alors la destruction de son village. Et c'est alors que la bataille entre Pain et Naruto commença. Naruto, bien qu'ayant reçu un power-up démentiel grâce au Senjutsu, perdit la bataille. Et c'est ainsi que Pain amorça une discussion avec celui qu'il ne voyait que comme le démon renard. Discussion entre deux personnes au passé sombre, deux hommes victimes des conflits du monde shinobi. C'est alors que les deux hommes amorcèrent un débat. Comment amener la paix dans ce monde? Question à laquelle Naruto ne sut quoi répondre. Nagato, de son côté, bien qu'ayant une solution radicale, était toutefois en mesure d'en apporter une. Apporter la souffrance au monde entier. Lui qui pensait qu'en faisant régner la terreur dans le monde, les peuples réussiraient à se comprendre, faisait bien évidemment fausse route. Et c'est lorsque Hinata vit Naruto au sol qu'elle vint à son secours. Malheureusement, faute de puissance, elle finira elle aussi par tomber sous les coups de Pain. Ce qui laissera place à un spectacle qu'on n'avait encore jamais vu à ce moment du manga. En effet, le saut qui retenait Kyuubi était presque complètement ouvert. C'est seulement grâce à une intervention de Minato dans l'esprit de son fils que Naruto regagnera ses esprits, apprenant non seulement l'identité de son père, mais aussi une partie des événements passés lors de sa naissance. C'est donc en emportant la détermination de son père et son maître que Naruto mit Pain au tapis. Venant alors d'en finir avec Tendo, Naruto localisa le 7e corps de Pain qui n'était autre que Uzumaki Nagato. Se retrouvant face au bourreau de son maître et motivé à le venger, Naruto décidera finalement de privilégier le dialogue. Bien sûr, je vais pas vous rappeler l'histoire de l'équipe Jiraiya, c'est-à-dire Nagato, Konan et Yahiko. On sait qu'ils ont eux aussi été des victimes des atrocités du monde shinobi, et ironie du sort, en grande partie par le village de Konoha. Village qui était pourtant celui qui était prêt à tout pour protéger la paix, et bien comme disait Nagato, ces grands villages qui prétendaient ambitionner la paix étaient en fait les bourreaux des petits pays, des petits villages comme le village d'Ame, entraînant alors un désespoir. Nagato, autrefois vu par Jiraiya comme la réincarnation du Rikudo Sennin, de par ses yeux légendaires, cet enfant était aussi présumé comme étant l'enfant de la prophétie, qui devait soit amener la paix, soit amener la terreur. Lui qui avait finalement perdu l'espoir de trouver la paix en ce monde, se fera alors rappeler les paroles qu'il avait déclarées lors de son jeune âge. C'est ainsi que Nagato mit à son tour ses espoirs en Naruto, lui confiant la mission de réussir là où il avait échoué. Et c'est alors que Naruto se lança dans sa quête, gardant à l'espoir de non seulement devenir Hokage, mais aussi de tous les surpasser. C'est donc à ce moment crucial que Naruto devint officiellement l'enfant dont parlait la prophétie. Au terme de son entretien avec Nagato, on a pu constater l'énorme changement de Naruto. Parce que oui, après tout, c'est grâce à ce combat et surtout grâce à cette longue discussion que Naruto a pu mûrir. D'ailleurs, par la suite, Naruto n'hésitera pas une seconde à laisser sa fierté de côté, n'utilisant la violence qu'en cas de nécessité. Par exemple, Karui avait beau le rouer de coups, à aucun moment Naruto n'a balancé Sasuke. Mais surtout, à aucun moment il a utilisé la violence. Pourtant, à ce moment-là, il était largement, mais vraiment largement en mesure de l'abattre, que ce soit elle et même ses coéquipiers. Pareil avec le Raikage, là où Naruto pétait les plombs quand on parlait mal de Sasuke, force est de constater qu'il n'a encore une fois pas utilisé la violence. Et pourtant, le Raikage était chaud pour en découdre avec Sasuke. Et du coup, on peut se poser la question de pourquoi Naruto ne les a pas vaincus à ce moment-là. Tout simplement parce qu'on n'avait plus du tout affaire au même Naruto. Le Naruto qu'on voit juste après l'arc Pain, c'est le shinobi qui a décidé de ne plus jamais répondre par la haine. Et du coup, revenons à la question de pourquoi Naruto n'en a pas profité pour les vaincre, et tout simplement parce qu'il a mûri et qu'il a appris à comprendre la souffrance des autres, comprenant alors la douleur des ninjas de Kumo. Mais fort heureusement, Bi avait piégé l'équipe de Taka. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est lui qui permettra à Naruto d'obtenir son prochain power-up. そんなもん簡単だろ。 En effet, Bi, l'hôte de Hashibi, a été une pièce maîtresse pour l'évolution de Naruto, lui apprenant non seulement à maîtriser la puissance de son bijou, mais aussi en l'amenant à l'endroit reflet de l'âme pour qu'il puisse se réconcilier avec lui-même. Et c'est au terme de cet entraînement et après la rencontre avec sa mère que Naruto réussit à contrôler le pouvoir de Kyuubi, lui promettant qu'un jour, il le délivrerait de cette boule de haine qui le ronge. Chose que Naruto avait vraiment à cœur puisqu'en rencontrant sa mère, il a eu l'occasion d'apprendre un tas de choses sur les Jinchuriki, apprenant qu'il était possible de vivre convenablement avec son bijou et que l'amour était le remède pour pallier à ce fardeau. Mais là où les autres ont vécu dans l'amour mais ont complètement ignoré les sentiments que pouvaient ressentir les entités appelées les démons à queue, Naruto, lui, a décidé de tendre la main à son bijou, le délivrant alors lui aussi de la haine qu'il pouvait ressentir envers les humains.
Bien sûr, je pouvais pas ne pas parler de ça parce que ce serait un manque de respect envers un tel personnage, la mort de Neji, personnage tantôt regretté par certains, tantôt ignoré par d'autres. Je dois vous avouer qu'à mon humble avis, la mort de Neji est la deuxième mort la plus triste de Naruto. Neji, qui était autrefois rongé par la jalousie à cause de son destin de membre de la Bunke, qui était de protéger les membres de la branche principale qu'on appelle la Soke, s'est vu éclairé par Naruto, lui rappelant que contrairement à lui, il était loin d'être un raté. C'est donc en toute liberté et par pur désir que Neji accomplira son rôle de protecteur de la Soke en protégeant non seulement Hinata, mais aussi l'amour entre elle et Naruto, sans lequel Boruto n'aurait pas vu le jour. On peut même ajouter qu'il a sauvé le monde Shinobi, puisque s'il avait laissé Hinata se faire transpercer par la technique de Jubi, Naruto aurait très certainement pété les plombs comme lors de l'arc Pain, et du coup, il aurait potentiellement rejoint le camp de Madara et Obito. Comme quoi Naruto a beau être l'enfant de la prophétie, si contrairement à Nagato ou Obito, il a réussi à rester droit sur son chemin, c'est aussi grâce à son entourage, sans quoi Naruto aurait certainement à son tour rejoint le camp opposé. Au terme d'une longue guerre opposant l'alliance Shinobi à Madara, Obito et l'armée des réincarnés, Naruto s'est vu devenir le protagoniste le plus puissant du manga, juste après avoir hérité du chakra de Hagoromo et du chakra de tous les Biju, le rendant alors réceptacle non pas de Jubi comme Obito ou Madara, mais bien l'hôte des 9 Biju, contrairement aux autres qui s'est approprié les services de Jubi par la force des choses. Mais Naruto, lui, est un cas à part, puisque ce fut la première fois qu'un être humain réunissait en lui-même le chakra de tous les Biju sans avoir absorbé Jubi. Alors possesseur du mode ermite Rikudo et du chakra des 9 Biju, Naruto s'est vu recevoir un power-up colossal lui permettant d'entrer dans un tout autre tiers de puissance. Non seulement il pouvait voler, mais il pouvait aussi faire des miracles comme rendre la vue à Kakashi, sauver la vie de Gai qui venait pourtant d'ouvrir la 8ème porte et même maintenir Obito en vie quelque temps. Et je vais vous donner une théorie sur l'explication des miracles que Naruto a pu opérer, mais ça reste une théorie et elle vient pas de moi, mais perso je la trouve cohérente. Donc après tout, pourquoi pas. Cette théorie c'est celle de Hiro Channel pour ceux qui veulent aller voir, donc si vous êtes chaud, allez regarder la vidéo. Je mettrai le lien de la chaîne et de la vidéo dans la description. Le corps de l'Uchiha, donc comment il survit jusqu'à Kaguya. Et ben c'est montré dans le manga. Lorsque Obito se réveille au chapitre 683, il demande des explications et Naruto lui dit qu'il a fait en sorte qu'il puisse se remettre. Mais il a un air très grave et Obito rétorque en disant qu'il a compris. Un chapitre plus tard encore, Sakura dit que comme elle le pensait, Obito est de toutes les façons condamné et que c'est pour ça qu'il est prêt à mourir. On comprend donc que Zetsu Noir et Naruto n'ont fait que donner un sursis à Obito. Ce qui s'est sûrement passé, c'est que le Yoton contenu dans la main droite de Naruto, couplé au Inton de la partie Yin de Kurama en Naruto, donné précédemment par Minato, ont permis à Naruto d'avoir, tout comme le Rikudo Sennin, accès à l'Ignoton. Et avec l'Ignoton, tout ou presque tout est possible. C'est d'ailleurs grâce à cet Ignoton que le Sage des Chemins a pu créer les 9 Biju à partir de l'Izanami. Et c'est aussi sûrement comme ça que Naruto a reconstitué l'œil de Kakashi. Avec le Inton, il a imaginé la forme de l'œil de Kakashi et avec le Yoton, il a su lui redonner forme. Il a donc usé du même stratagème avec Obito, mais malheureusement, il n'a pu que le ralentir l'inévitable en lui donnant un petit sursis, de quoi essayer de réparer un peu ses erreurs. Voilà, ce n'est pas l'explication officielle, je tiens à le préciser, mais d'après toutes les infos qu'on a dans le manga, c'est ce qu'on peut en déduire et c'est d'ailleurs extrêmement logique, encore une fois. Bon. La relation Naruto-Hinata. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré voir Naruto sortir avec Sakura, mais honnêtement c'est pas pour dire mais ça aurait aucun sens. Là on parle de Naruto et Hinata, Naruto qui a connu la solitude en étant rejeté de tous à cause de Kurama qui sommeillait en lui, et Hinata qui elle aussi a connu la solitude à cause de son dégoût pour le combat. Elle qui avait horreur de se battre manquait cruellement de puissance. Pourtant, son père Hiashi voulant faire d'elle la future chef du clan Hyuga, s'est vu faire du tort à sa fille, la faisant sombrer dans cette solitude qui la poussera à se rapprocher de loin de Naruto. Elle, qui voyait en Naruto un modèle, décidera à son tour d'adopter le même Nindo que son futur mari. Voilà pourquoi selon moi, Naruto et Hinata forment le meilleur couple de l'œuvre.
il est à la fois pertinent et aussi le plus beau. Deux personnes qui ont suivi à peu près le même chemin, car avant tout, ce qui les rapprochait c'était bien cette solitude que ces deux personnages côtoyaient. Et il y a sûrement des gens qui diront « Ouais, mais Hinata elle a vécu dans une famille aisée, elle avait des gens qui la traitaient comme une princesse. » Oui, ça c'est vrai, notamment grâce ou à cause de son appartenance à la branche principale. Hinata, elle, n'a jamais désiré ça. Et d'ailleurs, elle a même reconnu que Neji était victime de son destin de chien de garde qui l'obligeait à vouer sa vie à la protection des membres de la Soke. Bref, tout ça pour dire que Hinata n'a jamais cautionné l'ancien système de pensée du clan Hyuga. Et du coup, pour en revenir à la relation entre Naruto et Hinata, tout, mais vraiment tout, était fait pour que les deux finissent ensemble. Déjà, ce qui les a rapprochés, c'est-à-dire la solitude, leur nindo qu'ils ont en commun, et aussi la déclaration de Hinata lorsqu'elle est venue affronter Pain, sans oublier la déclaration de Naruto dans le film The Last, ce qui a donc permis par la suite leur mariage. Mais du coup, pour revenir au couple Naruto-Sakura, vous pouvez constater qu'avec tout ce que je viens de dire, cette relation, si elle avait eu lieu, serait purement l'œuvre du fanservice. On peut pas mettre Naruto avec le vécu et le parcours qu'on lui connaît avec une femme comme Sakura. C'est pas pour dénigrer Sakura, parce qu'en vrai c'est un acharnement qui, perso, je trouve n'a aucun sens, mais c'est juste pour dire que Sakura n'a rien en commun avec Naruto, et donc ça n'aurait pas été ouf de faire ça. Voilà pourquoi le couple Naruto-Hinata est et restera selon moi la relation la plus cohérente du manga, reliant alors ces deux personnages par leur fardeau, qui fera d'eux le plus beau couple de l'œuvre, uniant l'enfant de la prophétie à la princesse Byakugan.俺は今ここでのお前との勝負が最後なのさ。インドラの矢、今の俺が放てる最強の術だ。 Et pour finir la vidéo, j'étais obligé de finir avec cette relation. D'un côté, la réincarnation d'Ashura, de l'autre celle de Indra, le destin semblait opposer ces deux frères qui se déchiraient à travers les âges et même après leur mort. Opposant d'un côté le clan Uchiha et de l'autre le clan Senju. Les guerres semblaient inévitables entre ces deux clans, jusqu'aux deux dernières générations qui s'avéraient au-dessus des précédentes. Mais là où Hashirama se trouva dans l'obligation d'en finir avec Madara pour le bien du village et aussi du monde Shinobi, Naruto finira finalement par raisonner Sasuke et le ramener au village. Est-ce Madara qui était trop têtu, ou bien Sasuke qui a cédé plus facilement que son prédécesseur? Hagoromo expliquera à Naruto que si son fils Ashura s'était rapproché de lui, c'est parce qu'il voyait en Naruto le pouvoir de convaincre les gens. Ce que beaucoup appellent le Tolkien no Jutsu, lui permettant tout de même de ramener Nagato, Obito, ou même de raisonner Zabuza jusqu'à convaincre celui qu'il considérait comme son frère après l'avoir cherché pendant des années. C'est au terme de leur combat dans la vallée de la faim, que ces deux ninjas que tout opposait de loin, mais que tout unissait de près, réussirent à se comprendre mutuellement. Et c'est ainsi que Naruto et Sasuke brisèrent le cycle de la haine. De cette haine qui se perpétue à travers les âges, que personne ne paraissait jusque-là en mesure d'arrêter. Au bout du chemin, on a pu constater que l'histoire de Naruto n'était pas une partie de plaisir. Donc pour tous ceux qui disent que oui, Naruto il a hérité d'une génétique de fou, en plus c'est la réincarnation d'Azura, eh ben non, parce que si Naruto en est arrivé là, c'est en partie grâce à ses choix. Rappelez-vous de ce qu'a dit Kurosetsu par exemple, il a bien dit qu'il avait échoué à ramener le Rinnegan à travers toutes les générations, et que c'est seulement à la génération de Hashirama et Madara qu'il est enfin parvenu à ramener le Rinnegan. Cette explication a pour but de nous rappeler que seules les deux dernières générations se sont démarquées des autres. Donc même si Naruto est la réincarnation d'Ashura, c'est pas vraiment ça qui a fait de lui le ninja qu'il est devenu. D'ailleurs, le Rikudo Sennin lui a même rappelé que c'est pas parce qu'on a des parents talentueux qu'on hérite forcément de leur talent. Et surtout, on ne naît pas la réincarnation d'Ashura ou d'Indra. On le devient. En tout cas pour Ashura c'est sûr, mais pour Indra je sais pas vraiment. Mais bon, logiquement ça devrait être pareil. Mais du coup je vais m'expliquer. Hagoromo a dit à Naruto que si Ashura avait porté son dévolu sur lui, c'est parce qu'il possédait quelque chose qui pouvait attirer les gens. Du coup il y a deux façons de comprendre tout ça. Il y a d'un côté ceux qui disent que Neji avait raison, que le destin était déjà tout tracé, et d'autres comme moi qui pensent que Naruto en est arrivé là grâce à ses choix. Et non pas seulement grâce à ses choix, mais aussi grâce à ses compagnons. Parce que comme on l'a vu juste avant, Naruto a maintes et maintes fois pété les plombs et aurait très bien pu sombrer du mauvais côté. Comme avec le cas d'Obito par exemple, qui lui est l'antithèse parfaite de Naruto. Au début, ils partaient du même point. Ils étaient tous les deux ce qu'on peut appeler des ratés. Ils avaient pas de famille, mis à part Obito, parce que lui, on a vu sa grand-mère, mais on sait pas si c'est vrai, puisque c'était que dans l'animé. Mais bref, au départ, Obito et Naruto étaient tous les deux gentils. Et si Obito, à un moment donné, a emprunté un chemin totalement différent de celui de Naruto, c'est justement parce qu'à ce moment, Obito n'avait plus personne. Lui qui était censé être mort, s'est vu être sauvé par Madara. Après, on connaît la suite. Madara a totalement manipulé Obito. Et dans ce cas-là, par exemple, si Naruto était à la place de Obito, ça se serait sûrement passé de la même façon. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà remarqué, la différence entre Naruto et Obito va jusque dans leur couleur de vêtements. Le orange en majorité avec un peu de bleu pour Naruto,
et le bleu en majorité avec un peu d'orange pour Obito. Voilà, mais du coup la morale de l'histoire c'est quoi? C'est que finalement, si Naruto en est arrivé là, c'est pas parce qu'il était la réincarnation d'Ashura, mais bel et bien grâce à son travail, ses choix et ses compagnons, et aussi la chance. Et c'est sur certains de ces aspects que Naruto est différent de Nagato et Obito par exemple. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. L'histoire de Naruto Uzumaki n'est pas terminée. On sait pas ce qu'il nous réserve à l'avenir, mais tout se passera dans Boruto. Voilà, du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Cette vidéo, elle m'a pris un temps fou, donc j'espère que cette vidéo, vraiment, elle va péter. N'oubliez pas, il y a le Twitter et le Discord en description, et aussi la chaîne et la vidéo de Hiro pour ceux qui veulent aller guetter. Sur ce, c'est tout pour moi, et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Sayonara.